Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a pris part ce matin à la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique qui s'est ouverte ici même à Abidjan. La rencontre va durer 2 jours et elle porte sur nombre de questions, notamment les crises régionales. La Direction générale du Trésor public a organisé un atelier à l'attention des forces de l'ordre et des acteurs du transport. Une rencontre pour évoquer le recouvrement des amendes forfaitaires, cette sanction pécuniaire qui frappe les auteurs d'une contravention. Hier, Paris a fait face à la pluie et aux orages. Il est tombé 49 mm en 1 heure. Les pompiers sont intervenus 87 fois et leur centre d'appel a été saturé. Plusieurs stations de métro ont été inondées et ont dû fermer leurs portes. Je vous le disais en titre, à la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique s'est ouverte ce lundi, ici même à Abidjan, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La rencontre, qui va durer 2 jours, porte sur nombre de questions, notamment les crises régionales et le rôle joué par l'OCI dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir pour la première fois, depuis son adhésion à l'Organisation de la coopération islamique en 2001 à Bamako, la réunion annuelle du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Honorables invités, mesdames et messieurs, la force d'une communauté est de savoir en toutes circonstances rester solidaire. Je voudrais ici témoigner de cette formidable capacité de solidarité au sein de notre organisation. En effet, cette solidarité s'est manifestée lors du vote des États membres de l'Organisation de la coopération islamique en faveur de la Côte d'Ivoire, qui, le 2 juin 2017, a été élu membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Ce vote a enregistré l'élection de 2 États membres de notre organisation, en l'occurrence l'État frère du Koweït et la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, adresser nos sincères remerciements à l'ensemble de la communauté pour cette grande marque de confiance. Par ailleurs, lorsque la Côte d'Ivoire a traversé des moments extrêmement difficiles, où elle ne pouvait plus bénéficier de l'assistance de nombreux partenaires au développement, les pays membres de la Oumma islamique, directement ou à travers les institutions multilatérales, humanitaires et de développement, sont restés aux côtés de nos populations, de notre pays, et nous ont apporté un soutien inestimable. Ce soutien s'est également poursuivi au cours des 6 dernières années, pendant lesquelles il a fallu faire face à des défis d'ordre économique, social, politique et sécuritaire. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique, s'est donc ouverte ce lundi, ici même à Abidjan. Nos reporters David Soyo et Adama Kone nous en donnent ici les enjeux. Alors qu'elle savoure son élection au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, que la Côte d'Ivoire est encore honorée d'abriter le 44e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Ces propos d'un diplomate participant à la réunion de ce lundi 10 et mardi 11 juillet illustrent bien la confiance de la communauté internationale envers le pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, rentré à Abidjan ce dimanche après-midi, présidera la cérémonie d'ouverture. Le nouveau président de la Banque islamique de développement, Banda Aja, est également attendu à cette rencontre qui marque d'ailleurs sa première sortie en Afrique subsaharienne. Pendant 2 jours, il sera question de réfléchir sur les défis du monde musulman. Les réalisations enregistrées entre 2 conférences feront l'objet d'échanges
tout comme l'examen des réalisations liées à la lutte contre le terrorisme et à l'extrémisme. Les questions d'ordre humanitaire et économique meubleront également ces 2 jours. Au final, les 57 délégations présentes au bord de la lagune ébriée consigneront le fruit de leurs réflexions dans la déclaration d'Abidjan. La Direction générale du Trésor public a organisé récemment à Abidjan un atelier à l'attention des forces de l'ordre et des acteurs du transport. Les échanges ont porté sur le recouvrement des amendes forfaitaires, cette sanction pécuniaire qui frappe les auteurs d'une contravention. Ces 5 dernières années, le taux de recouvrement reste faible alors que le nombre de véhicules a augmenté. La Direction du Trésor veut donc y remédier. Francis Boifo, explication. Les statistiques révèlent que les ressources liées aux amendes forfaitaires n'atteignent pas 0,5% des recettes non fiscales sur les 5 dernières années. Les amendes forfaitaires sont des sommes à régler dans un bref délai à la suite de certaines infractions relatives à la circulation routière et sans passage par un tribunal. Dans les pays développés, ces amendes ont un pourcentage élevé dans le recouvrement des ressources non fiscales. Par exemple, en France, avec 26 millions de contraventions dressées en 2015, l'État a récupéré 1096 milliards de francs CFA de recettes à partir des amendes forfaitaires, ce qui représente 0,45% des recettes non fiscales pour la seule année contre moins de 0,5% pour la Côte d'Ivoire en 5 ans. C'est pour améliorer le taux de recouvrement des amendes forfaitaires que la Direction générale du Trésor public a organisé ces échanges. Occasion pour le directeur général de l'OSER de rappeler les coûts liés aux différentes contraventions. Elles sont de 3 classes. Vous avez les contraventions de la première classe qui donnent une amende forfaitaire de 500 francs. Ce sont des fautes commises en général par les usagers de 2 roues. Les piétons également sont concernés par la première classe. Si un piéton à un carrefour à feu traverse au moment où le feu est vert pour les automobilistes, il commet là une faute de la première classe. Lorsque je suis dans un véhicule qui a des défauts d'ordre mécanique, comme par exemple les problèmes de dispositifs d'éclairage qui sont défaillants, eh bien, je commets là une faute de la deuxième classe et je suis sanctionné par une amende forfaitaire de 1000 francs. La troisième classe, généralement, ça sanctionne les mauvais comportements, le fait de ne pas respecter les limitations de vitesse. Et si je passe au feu rouge, c'est une faute de la troisième classe qui est sanctionnée par une amende forfaitaire de 2000 francs. Pour faciliter le travail des forces de l'ordre sur les routes, les acteurs du transport proposent le contrôle intelligent à partir des caméras de surveillance avec par exemple des radars automatiques qui enregistrent les infractions, transmettent les données en temps réel à un poste de commandement qui traite ces informations pour générer effectivement l'amende. Des moyens qui pourraient lutter contre les accidents de la circulation. L'OSER indique que 94% de ces accidents sont dus au mauvais comportement de l'homme dans un contexte d'accroissement du parc automobile. D'environ 33 000 véhicules en 2010, on est passé à plus de 73 000 véhicules en circulation en 2016 en Côte d'Ivoire. Reportage signé Francis Boifo. 76 milliards de francs CFA, c'est le montant accordé par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour améliorer la compétitivité des villes secondaires. Et les villes pilotes sont San Pedro et Bouaké. Cette dernière connaîtra de grands chantiers qui lui donneront à coup sûr un nouveau et rayonnant visage. Coût des travaux, 35 milliards de francs CFA. Les précisions de Kader Sogodogo, RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire continue ses efforts pour atteindre l'émergence en 2020. Pour y parvenir, le pays est aidé par les partenaires techniques et financiers. C'est le cas de la Banque mondiale. L'institution a récemment décaissé 76 milliards de francs CFA pour la relance de 2 villes, San Pedro et Bouaké. Au centre de la Côte d'Ivoire,
Bouaké est la deuxième ville du pays. Le million d'habitants est atteint. La décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue à partir de 2002 aura considérablement freiné sa progression. Une des promesses du chef de l'État est de faire de Bouaké une grande métropole et une plaque tournante dans la sous-région. Le programme présidentiel d'urgence à partir de 2012 va entamer la reconstruction post-crise de Bouaké. De nombreuses actions vont suivre. La cerise sur le gâteau est incontestablement le choix de Bouaké pour un projet de la Banque mondiale visant la compétitivité des villes secondaires. Ce financement prend suite à l'arrivée de son Excellence le Président Ouattara à la tête du pays. Le premier diagnostic qu'il a posé concernait la croissance inclusive au niveau du pays. Pour lui, le développement de la Côte d'Ivoire était déséquilibré. Abidjan croissait de façon exponentielle et devenait hyper saturé. Il fallait qu'à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y ait 2 ou 3 ou 4 pôles de développement. Environ 35 milliards de francs CFA pour donner un nouveau visage à Bouaké. Un nom tout indiqué. Le PIDUCAS, le projet de renforcement des infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Il se décline en 2 lots. Le renforcement des infrastructures économiques et l'amélioration de la fonctionnalité urbanistique et du cadre de vie de la ville de Bouaké. Ainsi, dès 2018, le démarrage des travaux avec notamment l'aménagement de la traversée de Bouaké en 2x2 voies sur 11 km. Une aire de repos de 7 hectares au corridor nord. Le bitumage sur 4,5 km de la voie principale du quartier Tolakwa Diokro jusqu'à la route de Katiola. La modernisation du marché de gros de Bouaké. Retour à la fonction première du palais du carnaval pour en faire un véritable hôtel de ville. Le premier pour Bouaké avec un centre d'affaires intégrant salle de conférence, 2 spectacles, des bureaux, le tout équipé. Le sport ne sera pas oublié. La Banque mondiale va réaliser le stade de Yaoundé qui va devenir une véritable bonbonnière pour l'intérêt de nos jeunes. Nos jeunes pourront avoir un stade multidiscipline. La salubrité, l'environnement avec des jardins publics, l'adressage des rues sont prévus pour faire de Bouaké cette ville de rêve qui tient là, assurément, sa part de l'émergence. Notre ville va se retrouver modifiée dans son visage. Bouaké aura un visage nouveau dans les 2 années qui viennent. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire d'abord un grand merci au président Ouattara, remercier la Banque mondiale et plus particulièrement son directeur représentant qui est M. Laporte. Début des travaux, dès le premier trimestre 2018. Bruno Nabagné-Koné vient d'effectuer une tournée dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, par ailleurs cadre de la région, a laissé entendre que cette tournée de sensibilisation avait pour objectif d'inciter les jeunes et les femmes à réaliser des activités génératrices de revenus. Charles Tatou, notre confrère de RTI Bouaké. Ces rencontres d'échange, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, les a initiés pour assurer les populations rurales de sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives prises en faveur du développement de sa région. Avec les jeunes de Couteau, il a été question de l'unité des filles et fils, gage d'un développement harmonieux de la localité. Le ministre les a exhortés surtout à s'organiser en coopérative afin de bénéficier des projets gouvernementaux, non sans attirer leur attention sur les conséquences graves des activités de l'orpaillage clandestin. Nous avons également parlé de responsabilité des jeunes, de leur responsabilité dans le domaine de la sécurité, de leur responsabilité dans le domaine de l'orpaillage, qui est un réel fléau dans notre région. Donc nous les avons mis en garde et nous les avons également sensibilisés par rapport à ce qu'eux-mêmes pourraient faire pour
que leur situation s'améliore sans entrer dans ces choses-là qui sont hors des bonnes limites. Nous sommes vraiment conscients de ce fléau parce que après déjà quand leur paille arrive chez vous, dès que ils exploitent l'or, bon, la terre est détruite. La question de l'autonomisation des femmes préoccupe également le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Ses conseils pour la lutte contre la pauvreté dans la région de Kouto portent des fruits dans certains villages, par exemple à Mounini. Les 5 tonnes de riz, elles ont vendu une partie et elles ont réservé une partie à l'alimentation des enfants qui restent dans la cantine. Les enfants qui par moment ne partaient pas à l'école parce qu'ils n'ont pas à manger, aujourd'hui vont à l'école rien que voilà, parce qu'ils ont quelque chose à manger à midi. Bruno Koné a rendu visite aux femmes de cette localité sur leurs nouvelles parcelles cultivables. Ici, nous avons initié un projet qui a une envergure plus grande. Il s'agit en réalité de leur apprendre à pêcher plutôt que de leur donner régulièrement du poisson. Nous avons aidé à créer donc cette parcelle qui permet de faire du riz, qui permet de faire du maïs, qui permet de faire également du vivrier. Faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est la mission qui est assignée à l'ensemble du gouvernement par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations. À Blességué, le ministre Bruno Koné a encouragé aussi ses filleuls à redoubler d'efforts pour leur autonomisation. Direction Yamoussoukro, où vient de se tenir la 18e journée scientifique du syndicat des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour les professionnels de la santé de réfléchir sur les examens paracliniques en médecine humaine et vétérinaire. Et c'est parti pour la 18e journée scientifique du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé, SYNACASI. Un cadre d'échange et de partage scientifique entre médecins, pharmaciens et vétérinaires de Côte d'Ivoire. L'édition 2017 est axée sur un thème d'actualité, l'intérêt des examens paracliniques en médecine humaine et vétérinaire. Un thème qui en dit long sur la volonté de ces professionnels de la santé de prodiguer des soins de qualité tant chez les hommes que chez les animaux. Ce thème suscite un intérêt majeur du fait que les examens paracliniques biologiques ou radiologiques, invasifs ou non, endoscopiques, anatomopathologiques et exploratoires constituent d'importants outils de diagnostic, de pronostic ou de surveillance en santé humaine et vétérinaire. La disponibilité des équipements de réalisation de ces examens paracliniques constitue à n'en point douter un indicateur essentiel. La vision 2017 du SYNACASI est partagée par le gouvernement qui attend beaucoup de cette 18e journée scientifique. Ces examens sont des outils nécessaires et indispensables pour poser et parfaire le diagnostic afin de mieux optimiser la prise en charge thérapeutique de nos patients. Je reste convaincu qu'au sortir de ces journées, les praticiens que vous êtes, que nous sommes, seront outillés pour mieux gérer la santé de nos populations. 3 jours, c'est le temps que va durer cette rencontre scientifique du SYNACASI. Les résolutions produites dans leur application contribueront certainement à des soins de qualité en Côte d'Ivoire. Reportage signé Kader Sogodogo. À Méagui, les membres de la société coopérative des producteurs de Sofosilo-Uri reçoivent 200 millions de francs CFA de primes. C'est le fruit de la bonne qualité de leur production de cacao pour la campagne 2016. Les précisions de Mahama Traoré. 6 000 tonnes de cacao, c'est le volume de fèves commercialisé en 2016 par la société coopérative des producteurs de Sofosilo-Uri, du cacao en quantité reconnue pour sa qualité. Pour preuve, les planteurs ont empoché plus de 200 millions de francs CFA de primes à la qualité auprès des partenaires chocolatiers de leur coopérative. Le bilan de la saison 2016 a été livré à la faveur de la 7e Assemblée générale de la Société coopérative des producteurs de Sofosilo-Uri, rencontre au cours de laquelle les 25 meilleurs producteurs de la coopérative ont été distingués. Les responsables de la coopérative ont également offert du matériel, notamment des intrants, aux femmes des différentes sections. En 2016, la Société coopérative des producteurs de Sofosilo-Uri a été élue meilleure coopérative de la région de San Pedro par le conseil Café Cacao.
Les agriculteurs ivoiriens à l'école du Sénégal, des chercheurs sénégalais et les membres de l'ANOPLACI, l'association des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, travaillent à la professionnalisation de l'agriculture, l'amélioration du revenu des producteurs et la valorisation du métier d'agriculteur. L'association s'inspire ainsi du centre incubateur du Sénégal en matière de formation des jeunes agriculteurs. On retrouve Francis Boifo. Pour permettre aux jeunes de s'intéresser à l'agriculture, principalement à l'élevage, le Sénégal s'est appuyé sur les centres de formation et de recherche. L'initiation de ce centre incubateur est partie au départ du CNCR et du Collège des jeunes, qui ont identifié des besoins pour les jeunes en métier avicole. Pour faire cela, il faut évidemment une structure qui accueille la formation et une structure qui fait le financement. Donc, le CECI a procédé au financement du programme et l'ENSA a accueilli la formation. Nous avons formé 100 jeunes dans les métiers avicoles. La formation de ces jeunes a rapporté des recettes. Les recettes ont été partagées chez les jeunes qui ont présenté un plan d'affaires. Et l'argent de ces recettes est retourné aux jeunes qui ont permis de développer leurs propres activités avicoles. L'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPLACI, veut s'inspirer du modèle sénégalais. Lorsqu'on a ces genres d'expérience, nous profitons pour qu'on puisse inculquer cela à nos jeunes. L'agriculture peut fournir plus de 75 à 80% d'emplois. Mais il faut qu'on soit organisé. Et pour organiser, et ça c'est en direction de l'État qui nous donne les moyens pour permettre de régler ces problèmes d'emploi jeunes dans l'agriculture. Objectif, permettre aux jeunes d'avoir des financements pour la réalisation des projets agricoles. Venons-en maintenant à la première édition du prix Peleforo Gon Coulibaly, un prix initié pour intéresser la jeunesse au travail de la terre. Ainsi, les meilleurs producteurs de mangue, du coton et de l'anacarde du district des Savanes ont été célébrés à Korogo, une initiative de l'ONG Investir dans le Poro. Reportage Soro Corona, Kwadio Kwame. Depuis 2013, les productions de l'anacarde et de la mangue ont connu une hausse dans le district des Savanes. Des productions qui ont significativement amélioré les revenus des producteurs. Cependant, les artisans de cette hausse de la production sont du troisième âge. Pour intéresser la jeunesse au travail de la terre et surtout réduire l'exode rural avec l'immigration clandestine, l'ONG Investir dans le Poro a initié la première édition du prix Peleforo Gon Coulibaly. Nous voulons exhorter tout le monde au travail pour valoriser nos cultures pérennes qui sont l'anacarde, le coton, la mangue. Les meilleurs producteurs d'anacarde, de coton et de mangue et meilleures coopératives ont été célébrés et primés. Les meilleurs acteurs du développement du Poro, dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, n'ont pas été oubliés au cours de la première édition du prix Peleforo Gon Coulibaly. Pour le labeur qui a été fait et qui est reconnu aujourd'hui, vraiment, je suis satisfait. Ça fait plus de 15 ans que nous assistons les parents au niveau de la mangue, au niveau de l'anacarde, au niveau du coton. Représentant le parrain, le 4e adjoint au maire de Korogo a exhorté les cadres de la région du Poro à accompagner l'ONG Investir dans le Poro. Si on fait la valeur de ces produits, vous allez constater que nos jeunes seront tentés de moins en moins pour franchir les océans, pour aller braver la mort. Alors donc je pense qu'il est souhaitable que nous les encouragions. L'ONG Investir dans le Poro travaille dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et du développement rural. Ici à Abidjan, la première édition des portes ouvertes du tribunal militaire s'est achevée vendredi dernier à l'état-major général des armées. Le bilan est jugé positif. Ces 4 journées ont permis aux populations civiles et aux militaires de connaître le tribunal militaire, son fonctionnement et ses missions. Abou Sanogo s'y est rendu pour RTI 1. Les premières journées portes ouvertes du tribunal militaire se sont refermées à l'état-major général des armées. Pendant 4 jours, le tribunal militaire a fait connaître au grand public son mode de fonctionnement, son rôle et ses missions.
Ces journées ont été marquées par des consultations gratuites sur le droit et la procédure militaire. Durant ces quelques jours, les populations, surtout civiles, ont pu s'informer sur les procédures de dépôt des plaintes, leur traitement et leur aboutissement. Nous avons vu l'affluence des uns et des autres. La population militaire sait désormais qu'elle a ses droits protégés. Elle sait que le tribunal militaire n'est pas là pour la réprimer, mais surtout pour la protéger. La société militaire sait également qu'elle n'a pas à transcender la loi parce qu'elle est chargée de faire appliquer la loi. Les objectifs, selon le procureur militaire, ont été atteints. Il invite par ailleurs les populations civiles à ne pas laisser les faits commis par les militaires impunis. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Personne ne peut se prévaloir d'être au-dessus de la loi. Et le tribunal militaire est chargé de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité devant la justice. N'ayez pas peur parce que vous portez plainte contre un militaire. Au contraire, vous faites du bien à l'armée tout entière lorsque vous dénoncez, lorsque vous portez plainte contre les agissements délictueux ou criminels des militaires. La juridiction militaire se veut d'être gardienne de l'éthique militaire qui se résume en la discipline, l'honneur, la dignité, la probité, l'intégrité, la conscience professionnelle, l'esprit civique et la courtoisie. De la justice à la religion, la coordination du Bureau des enfants de cœur a organisé la messe de clôture de noces des Perles des enfants de cœur du diocèse d'Abidjan. Une cérémonie marquée par l'engagement de plus de 700 enfants au service du Christ à travers le service de l'autel. Le témoignage de David Soyo et Franck Quadio. Le sens de l'engagement. Ces 700 enfants, voire plus, sont issus du diocèse d'Abidjan. Ils aspirent au service d'enfants de cœur. En portant ces aubes, ils sont désormais membres de la grande famille du service à l'autel du Seigneur. Dans leur message aux fidèles, le célébrant du jour et l'aumônier ont exhorté les nouveaux enfants de cœur à faire fi de toutes sortes de déviations qui n'honorent pas le Christ. Tous les responsables qui encadrent ces enfants puissent participer à leur éducation afin que nous ayons des enfants de cœur à la tête bien faite et à la tête bien pleine pour que partout où ils se trouvent, ils puissent démontrer qu'ils sont enfants de cœur dans le comportement, dans le travail, dans les attitudes, dans les paroles. Un moment de fierté pour parents et enfants de cœur. Je suis enfant de cœur, donc j'ai voulu que mon fils suive le chemin. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit ce que nous vivons dans la société, il est bon que nos enfants vivent, grandissent sous la protection de Christ. Je suis heureux de pouvoir servir les messes. Je suis prêt à servir véritablement à l'autel. Les nouveaux enfants de cœur du diocèse d'Abidjan ont bénéficié de 9 mois de formation. Ils ont pour mission première servir le Seigneur en évangélisant et aider le prêtre dans sa tâche lors de la célébration eucharistique. Des prix honorifiques ont aussi été remis aux pionniers de la coordination du Bureau des enfants de cœur pour marquer les 30 ans de la coordination. L'actualité internationale à présent. La campagne électorale en vue des législatives sénégalaises s'est officiellement ouverte dimanche 9 juillet à minuit. 165 sièges sont à pourvoir et il n'y a jamais eu autant de candidats, plus de 40 listes au niveau national. Une campagne particulière puisqu'elle devrait être marquée par le retour de l'ancien président Abdoulaye Wade, tête de liste d'une partie de l'opposition, et parce qu'un autre candidat de l'opposition, le maire de Dakar, Khalifa Sall, fera lui probablement campagne en prison. En France, Paris a fait les frais dimanche soir de la violence de la météo. Un orage et des pluies diluviennes se sont abattus sur la ville. Plusieurs rues de la capitale rapidement recouvertes par les eaux étaient impraticables, au point où plusieurs stations de métro ont été fermées. La ville de Nantes a été victime du même phénomène quelques heures plus tôt. Alexise Ouedraogo. Des orages et des pluies diluviennes d'une rare intensité ont frappé Paris dimanche. Plus de 42 millilitres de pluie tombée en une demi-heure et 49 millilitres en une heure. De nouveaux records. Ces trompes d'eau n'ont pas été sans conséquences sur les transports en commun. Une quinzaine de stations de métro fermées dans la soirée après avoir été partiellement inondées. Selon les sapeurs-pompiers de Paris, les secteurs les plus touchés ont été le 13e et 15e arrondissement de Paris et la Seine-Saint-Denis.
Les images des internautes diffusées sur les réseaux sociaux ont permis d'évaluer l'ampleur des dégâts. La vigilance orange pour les orages qui concernent encore 12 départements du centre et de l'Île-de-France devrait être levée dans la matinée. Ce lundi, le trafic a repris normalement son cours, à l'exception de 3 stations de métro encore fermées. C'est la fin de ce journal. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.